Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Imagine cette scène. Tu es en train de vivre un moment heureux. Peut-être que tu viens d'avoir une réussite professionnelle, une déclaration d'amour sincère, ou simplement un instant où tout semble parfait. Mais là, une petite voix surgit. Et si je ne méritais pas tout ça? Si les gens découvrent qui je suis vraiment, ils vont partir. Je ne suis pas assez bien, pas assez intéressante, pas assez important. Cette voix, tu la connais, n'est-ce pas? Elle t'accompagne peut-être depuis toujours. Elle a un nom. L'insécurité identitaire. Et aujourd'hui, on va plonger dans cette sensation d'être pas assez. Comprendre pourquoi l'adoption peut creuser ce tout profond et surtout voir comment reconstruire une estime de soi qui ne dépend pas du regard des autres. L'adoption, c'est l'impression d'être différent. L'un des plus grands défis des personnes adoptées, c'est ce sentiment d'étrangeté. Même dans une famille aimante, même avec un entourage bienveillant, quelque chose en nous semble toujours décalé. Mais pourquoi? D'abord, il y a la théorie de l'attachement et la blessure invisible de la personne adoptée. John Bowlby, pionnier de la théorie de l'attachement, a démontré que les premiers liens d'un bébé avec ses figures parentales façonnent profondément sa manière d'aimer, de se percevoir et d'interagir avec le monde. Alors voici les bases de l'attachement selon Bowlby. Le bébé développe un lien d'attachement fort avec sa figure principale, généralement sa maman. Cette présence stable lui donne un sentiment de sécurité, d'existence. Si ce lien est rompu trop tôt, l'abandon, séparation brutale, le cerveau enregistre une insécurité fondamentale. Alors, problème, pour une personne adoptée, il a déjà vécu une séparation avant même d'avoir pu s'attacher. Son cerveau ne comprend pas pourquoi. Il enregistre un sentiment de vide, de manque qui reste en arrière-plan toute la vie. Résultat, une sensation persistante de ne pas être tout à fait complet. Une peur inconsciente de ne pas être assez bien pour que quelqu'un reste. Le cerveau encode la séparation comme un danger vital. Quand il y a abandon, le système limbique active une mémoire émotionnelle négative. Même si l'enfant ne s'en souvient pas, son corps, lui, a enregistré cette blessure. J'ai entendu des personnes qui me disaient « je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours l'impression d'être à part, même entourée ». Puis j'ai compris. Mon cerveau n'avait jamais enregistré cette sécurité affective que les autres ont naturellement. Alors pourquoi beaucoup de personnes adoptées développent un complexe d'infériorité? Il y a 3 raisons majeures qui créent ce sentiment d'infériorité chez les personnes adoptées. Le manque de repères génétiques visibles. À qui je ressemble? Dans une famille biologique, on retrouve des traits communs, des mimiques, des ressemblances physiques. Pour une personne adoptée, il n'y a pas cette continuité évidente. La conséquence, c'est qu'il y a un sentiment de décalage subtil, même inconscient. Une quête d'identité qui pousse à chercher des explications ailleurs. Le tabou ou le manque d'informations sur le passé peut être aussi une explication. Beaucoup de personnes adoptées grandissent avec un trou dans leur histoire. Soit on leur parle peu de leurs origines, soit les informations sont floues, incomplètes, voire inexistantes. Donc, quand il manque un chapitre dans une histoire personnelle, le cerveau va inventer des hypothèses. Et malheureusement, souvent, la première hypothèse qu'on fait, c'est que c'est de notre faute. Si je n'ai pas accès à mon passé, c'est peut-être parce que mon histoire n'en valait pas la peine. Et enfin, il y a un besoin permanent de se comparer aux autres.
Je dois prouver que je suis aussi bien que les autres. Pourquoi? Parce qu'une personne adoptée a déjà été remplaçable une fois. Il vit avec la peur inconsciente que cela puisse se reproduire. Le résultat, un besoin de surcompensation, une tendance à l'hyperperformance. Ça me rappelle une personne qui me disait « J'ai passé ma vie à essayer d'être parfait, comme si je devais prouver que j'avais le droit d'être là. » Mais au fond, ce n'était jamais suffisant. Alors bien sûr, il y a la peur d'être rejeté, les besoins de protection qui arrivent chez beaucoup de personnes adoptées. Pourquoi tant de personnes ressentent ce besoin viscéral de prouver leur valeur et comment s'en libérer? Imagine ceci. Tu es dans une réunion. Tu as une idée brillante à proposer. Mais au moment de parler, tu hésites. Et si ce n'était pas assez bien? Et s'il me juge? Et si je me ridiculise? Ou bien, tu es en couple. Tout va bien. Mais à la moindre dispute, tu paniques. Et si elle réalise que je ne suis pas si bien que ça? Si elle part? Ces pensées sont typiques d'un mécanisme inconscient, hérité de la blessure d'abandon. L'impression qu'il faut toujours faire ses preuves pour être aimé et accepté. Aujourd'hui, on va voir 3 mécanismes de défense développés par beaucoup de personnes qui souffrent de cette blessure. Tout d'abord, il y a le perfectionnisme extrême. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Quand être parfait devient un mécanisme de survie. D'où ça vient? L'un des plus grands traumatismes d'une personne adoptée, c'est d'avoir été remplacée une fois. Même si l'abandon n'a rien à voir avec sa valeur, son cerveau enregistre un message puissant. Si je n'ai pas été assez important pour qu'on me garde, alors je dois devenir exceptionnel pour qu'on ne m'abandonne plus jamais. Et c'est là que naît le perfectionnisme. Les recherches sur le perfectionnisme et l'abandon le prouvent. Une étude menée par Ellis et Rothard en 2001 sur les enfants ayant vécu une séparation précoce a démontré que les personnes ayant souffert d'un abandon développent un besoin extrême de performance pour éviter le rejet. Pourquoi? Parce que leur système nerveux associe l'erreur au danger. Donc dans leur tête, si je fais tout parfaitement, personne ne pourra me critiquer. Si je ne fais jamais d'erreur, je ne serai pas rejeté. Le perfectionnisme n'est pas un simple trait de caractère. C'est un mécanisme de défense contre une peur fondamentale, celle d'être abandonné à nouveau. Les conséquences du perfectionnisme extrême, c'est une hyper-exigence envers soi-même. Ce que je fais n'est jamais assez bien. Un épuisement mental et émotionnel, je dois toujours être au top. Ou encore une anxiété chronique liée à la peur de l'échec. Ça me rappelle encore une personne qui me disait « Toute ma vie, j'ai cru que si je réussissais tout, je serais enfin aimée et reconnue. » Mais au bout du compte, j'étais juste fatiguée. J'avais l'impression que quoi que je fasse, ce n'était jamais suffisant. Deuxième mécanisme, l'hyper-adaptation. Se fondre dans le moule pour ne jamais être rejeté. D'où ça vient? Quand un enfant a vécu un abandon précoce, son cerveau a enregistré l'idée qu'il devait s'adapter pour être accepté. Donc le mécanisme inconscient, c'est « si je deviens exactement ce que les autres attendent de moi, alors je serai aimé ». Il y a 3 formes courantes d'hyperadaptation chez les personnes adoptées. Toujours dire oui pour ne pas décevoir. Se fondre dans un groupe au point de perdre son identité ou ignorer ses propres besoins pour privilégier ceux des autres. Il y a des études sur l'hyperadaptation et l'adoption. C'est en 2003, O et Fairley ont démontré que les enfants adoptés développent souvent des comportements de suradaptation pour éviter d'être rejetés une deuxième fois. Ils deviennent des caméléons émotionnels. Le problème, à force de vouloir plaire, on ne sait plus qui on est. Il y a une personne qui me disait « J'ai passé des années à m'adapter aux attentes des autres, à rire des blagues qui me faisaient même pas rire, à dire oui quand je veux dire non. J'avais peur qu'en étant moi, on ne m'aime plus. » Troisième mécanisme, le syndrome de l'imposteur, l'impression de ne jamais mériter sa place. Pourquoi tant de personnes adoptées souffrent de ce syndrome d'imposteur? Parce qu'ils ont grandi avec une idée inconsciente. Je n'étais pas assez bien pour qu'on me regarde. Résultat, dès qu'ils réussissent quelque chose, ils minimisent leur valeur. Ils ont l'impression d'être des erreurs et que tôt ou tard, quelqu'un va s'en rendre compte. Les signes du syndrome de l'imposteur chez une personne. J'ai eu cette promotion, mais j'ai juste eu de la chance, par exemple. Je suis en couple, mais bientôt, oui, il ou elle va se rendre compte que je ne suis pas assez bien. Les autres me félicitent, mais si seulement ils savaient. Il y a des études scientifiques qui montrent un lien entre le syndrome de l'imposteur et l'adoption. Clones et Ims, en 1978, ont révélé que les personnes ayant vécu des séparations précoces sont plus sujettes à l'auto-dévalorisation et au syndrome de l'imposteur. Parce que leur cerveau a été programmé à croire que leur place dans le monde est conditionnelle. La conséquence, c'est qu'ils passent leur vie à attendre le moment où on va découvrir la vérité sur eux. Un monsieur me disait une fois, j'ai toujours cru que j'étais un accident dans la vie des gens. Que si j'étais là, c'était par défaut. Et qu'un jour, quelqu'un allait se rendre compte que je ne méritais pas tout ça. Alors, comment se libérer de ces 3 mécanismes? Il y a d'abord des exercices sur la réécriture mentale.
Écris la phrase « Ma valeur ne dépend pas de mes performances ». Relis-la chaque jour en te regardant dans le miroir. Deuxième exercice, l'exercice de l'authenticité. Prends une décision en fonction de tes envies, pas de celles des autres. Observe comment tu te sens quand tu fais quelque chose juste pour toi. Troisième exercice, exercice de l'acceptation de l'échec. Note 3 erreurs que tu as faites récemment. Ajoute à côté 3 choses positives que ces erreurs t'ont apprises. Résultat, petit à petit, ton cerveau apprend à se détacher du besoin d'être parfait pour être aimé. Alors, comment reprendre confiance en soi quand on a une blessure de l'abandon? D'abord, c'est lutter contre son propre saboteur. Ferme les yeux et imagine cette situation. Tu reçois un compliment. Quelqu'un te dit « Oh, tu es une personne incroyable !» Ta première action? Non, pas vraiment. Il lui soit gentil. Il ne voit pas mes défauts. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Parce que ton cerveau est programmé à minimiser ta valeur. Bonne nouvelle! Chaque programmation peut être reprogrammée. Aujourd'hui, on va déconstruire cette insécurité et apprendre à bâtir une estime de soi qui ne dépend plus du regard de l'autre. Il y a 3 étapes fondamentales. D'abord, c'est comprendre pourquoi on doute de sa valeur. Alors pourquoi on a tant de mal à s'aimer quand on a une blessure d'abandon? L'estime de soi se construit dans les premières années de la vie. D'après les neurosciences, un bébé développe son image de lui-même à travers 3 facteurs principaux. Le regard et les interactions avec sa figure d'attachement. La sécurité émotionnelle qu'il ressent et les messages qu'il reçoit sur sa valeur. Problème chez la personne qui est adoptée. Il a perdu son premier repère d'attachement, même s'il ne s'en souvient pas consciemment. Donc son cerveau a enregistré cette perte comme une rupture de sécurité. Il a pu recevoir des messages contradictoires sur sa valeur. Exemple bien concret pour être plus clair. Tu as de la chance d'avoir été adopté. Sous-entendu, tu aurais pu ne pas avoir cette valeur, ne pas valoir cette chance. Tu es spécial. Mais est-ce que ça veut dire que je suis différent des autres, pas comme eux? Pourquoi c'est un problème? Parce que le cerveau humain est programmé pour chercher la cohérence. On appelle ça la théorie de la dissonance cognitive de Festinger en 1957. Quand une personne reçoit des messages contradictoires sur elle-même, son cerveau va choisir une explication qui lui semble logique. Dans le cas d'une personne adoptée, si on m'a laissé, c'est que je n'étais pas assez bien. Si je me sens différent, c'est que je ne suis pas à ma place. Si je ressens ce vide, c'est que quelque chose ne va pas chez moi. Résultat, la personne adoptée n'intègre pas sa propre valeur comme un fait acquis. Je vais te donner aussi des techniques pour renforcer ta confiance en soi. Deuxièmement, des techniques pour renforcer sa confiance en soi. Et il y a 3 piliers pour reconstruire cela. Pour cela, je te propose l'exercice du miroir. Ton cerveau croit ce qu'il entend le plus souvent. Problème, si on se répète inconsciemment « je ne suis pas assez bien », notre cerveau l'intègre comme une vérité absolue. Comment inverser cette tendance? C'est très simple. Avec la technique du miroir, un outil puissant utilisé en thérapie cognitive et en coaching. Donc, concrètement, chaque matin, regarde-toi dans un miroir et dis à voix haute « Je suis légitime, j'ai de la valeur, indépendamment de mon passé. Je mérite d'être aimé pour ce que je suis. » Pourquoi ça marche? Les neurosciences montrent que la répétition de messages positifs restructure le cerveau. Les affirmations positives activent le cortex préfrontal, la zone liée à la perception de soi. Une personne m'a dit un jour, les premiers jours, j'avais l'impression de me mentir en me parlant ainsi. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à croire en mes propres mots. Ça a été ultra puissant. Tu peux aussi te reconnecter à tes propres besoins. C'est l'exercice du qui je suis vraiment. Pourquoi est-ce essentiel? Parce qu'une personne adoptée a souvent grandi en s'adaptant aux attentes des autres pour être aimée. Le problème, elle peut perdre la connexion avec ses propres envies et désirs profonds. Comme exercice concret, prends un carnet. Écris ces 3 questions. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que je fais juste pour plaire aux autres, mais qui ne me rend pas heureux? Si je n'avais peur de rien, qu'est-ce que j'oserais faire? Et chaque jour, essaie de faire une action alignée avec tes réponses. Pourquoi ça marche? Parce que l'action crée une nouvelle réalité intérieure. Et enfin, troisièmement, expérimente la preuve de ta propre valeur. C'est l'exercice des 3 réussites par jour. Pourquoi c'est essentiel? Parce que le cerveau humain est biaisé vers le négatif. Baumeister, en 2001, a fait une étude. Une critique a 5 fois plus d'impact émotionnel qu'un compliment. Comment inverser cette tendance? Le journal des réussites, c'est un très bel exercice. Chaque soir, note 3 choses positives que tu as accomplies dans la journée. Même des petites victoires comptent. J'ai osé dire non, j'ai pris du temps pour moi. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Pourquoi ça marche? Ça entraîne ton cerveau à identifier ta valeur. Ça aide à créer une identité positive basée sur des faits concrets.
Une personne m'a dit un jour, je pensais que je ne faisais rien de spécial dans mes journées. Mais en notant mes petites victoires, j'ai réalisé que j'avais bien plus de valeur que je ne le croyais. Alors, on ne guérit pas d'une blessure d'abandon en un jour, c'est sûr. Mais chaque pas compte. Ce qu'il faut que tu retiennes, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu es déjà suffisante tel que tu es. Le chemin vers l'estime de soi, c'est d'apprendre à se voir avec bienveillance. Alors, petit résumé des actions concrètes. Exercice du miroir pour reprogrammer ton dialogue intérieur. Exercice du qui je suis vraiment pour te reconnecter à tes propres envies et tes propres besoins. Et le journal des réussites pour entraîner ton cerveau à voir ta propre valeur. Pose-toi cette question. Quel est le premier petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour commencer à te voir autrement? Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a émue. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.